I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Patrick. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de venir un peu nous parler de ton parcours et de ta vision de l'extra-financier. Et avant, une petite pensée à tous ceux qui ont leurs enfants à la maison pour télétravailler grâce à cette journée de mobilisation. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Patrick, alors je vais pas te demander de nous parler de tout ton parcours parce que l'extra-financier a jalonné un peu la grande majorité de ta vie professionnelle, mais grosso modo, comment tu es rentré dedans, comment tu es tombé dans la marmite du durable et en fait, quelles ont été les grandes étapes de ton cheminement? Alors je ne suis pas tombé dedans tout petit, hein, tout simplement. On peut dire que j'ai trois vies professionnelles, hein, finalement. La première, c'est celle de chercheur. J'étais chercheur en finance de marché, finance d'entreprise. La deuxième, investisseur professionnel. C'est par là que je suis arrivé à l'ESG. Puis la troisième que vous connaissez aujourd'hui, donc conseiller des investisseurs. Donc en réalité, donc c'est au cours du deuxième parcours que j'étais confronté à ça. Et pour être tout à fait honnête, à l'époque, je revenais de Suisse, de Genève, comme on dit là-bas. Et je suis arrivé dans le monde institutionnel français, dans un groupe de protection sociale, où je suis devenu rapidement directeur financier. Et tous les soirs, à 20h à peu près, c'était radical, j'avais la directrice générale qui descendait dans mon bureau, qui arrivait avec les documentations d'une compagnie d'assurance concurrente, dont je tairai le nom, mais qui promouvait des fonds qui étaient eux-mêmes supportés par sœur Nicole Rey. Et tous les soirs, on me disait « Patrick, il faut qu'on fasse ça, Patrick, il faut qu'on fasse ça ». Et donc là, ça m'a un petit peu éveillé sur le sujet. Je me suis dit « Oui, c'est quand même un sujet qui devrait nous intéresser, ou pour lequel on devrait s'intéresser ». Mais en réalité, le véritable mobile qui a fait que je me suis complètement plongé sur le sujet, c'est que j'avais, en tant que directeur financier, régulièrement des sollicitations. Hein, c'était avant MIFID, des asset managers, des banques, d'un certain nombre d'acteurs, donc qui aujourd'hui sont dans notre écosystème et on les remercie, mais qui à l'époque y allaient assez fort, hein, avec un petit tour de voyage au bout, au bout du monde. J'en ai même eu un qui m'avait proposé des crédits à taux zéro alors qu'ils étaient 17% sur des sommes astronomiques. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, mais simplement pour dire qu'on était dans un autre monde avant MIFID, et ça m'avait tout simplement choqué, alerté. Je venais de Suisse, hein, où c'était quand même assez rigoureux d'un point de vue déontologique. Et très clairement, ça m'a invité à réfléchir à ce que devait être ma fonction de directeur financier institutionnel. Ça m'a invité à réfléchir à la finalité, bien sûr, de ma mission, servir les intérêts des salariés, des retraités dans ce monde de la protection sociale, à identifier les enjeux à respecter, du type la solidarité intergénérationnelle, les droits humains, les libertés fondamentales, libertés syndicales et pas mal de choses. Même de transition juste, hein, puisque l'environnement était déjà complètement en lien avec ces sujets. Et finalement, j'en suis venu à me poser la question de ce que moi j'appelle la responsabilité fiduciaire. Et donc à mettre en place finalement une politique d'investissement responsable. Alors, on l'appelait ISR à l'époque, hein, tout le monde est au courant de tout ça. Justement, en essayant de repérer les enjeux matériels du secteur d'activité, c'était dans l'agroalimentaire à l'époque, hein. Appeler les parties prenantes, leurs attentes, et finalement à mettre en place un cadre à partir duquel justement les orientations stratégiques ISR à l'époque, hein, devaient être appliquées, enfin déployées pardon, et ensuite appliquées avec des processus à l'époque propriétaires. Donc voilà, j'y suis venu en fait par ce sujet de la responsabilité fiduciaire, et plutôt high level, sans prétention, hein, puisque ce sujet-là était porté à l'époque, je l'avais fait porter par les administrateurs. Donc vraiment dans le champ politique, et donc de la responsabilité au sens strict du terme des activités de protection sociale. Oui, après, comme tu le disais, la protection sociale, elle porte aussi un peu dans son ADN. On le voit avec les mutuelles avec qui on peut travailler, ou les filiales de mutuelles, il y a quand même un ancrage social qui reste important et indissociable finalement de la façon dont ils travaillent. Complètement, c'est vraiment intrinsèque. Mais en réalité, moi, quand je suis arrivé dans ce monde-là, il y avait quand même une déconnexion entre ce fond et puis la réalité des pratiques. Et c'est précisément ça qui m'avait surpris, on va dire. Ouais, je Mmh. comprends. Mais alors du coup, comme tu disais, ça c'était comment tu es venu, comment tu en es venu à traiter du durable. Donc ça c'était la seconde vie. La troisième, celle qui est en cours, c'est celle de consultant chez A2. Donc Mmh. tu as une très grosse activité finance durable au sens large. Donc voilà. Et tu as été amené à voir quand même beaucoup d'acteurs. Alors moi, Oui. tu sais bien que ma question préférée, c'est celle de quelle est la boulette que vous avez faite. Alors là, moi, je vais me faire plaisir. Toi, tu as vu plein de gens. Donc, quelle a été la boulette ou alors, quelles sont les la boulette que tu croises le plus souvent? On va faire ça comme ça. Ouais.
Très bien. Alors la boulette que je croise le plus souvent auprès des investisseurs, elle est assez classique en réalité, elle va pas forcément faire sourire. Quand on est dans le léger, on est sur un terrain, d'expérimentation, hein, par définition, donc un terrain qui est naturellement est propice, aux erreurs. Je pense que l'erreur la plus courante, en tout cas celle à laquelle j'ai été confronté, régulièrement, l'erreur classique quoi que font, de nombreux investisseurs, pardon, c'est vraiment finalement de déployer des pratiques un petit peu en vrac, sans s'être posé la question d'avoir posé un cadre, de réfléchir ce à quoi effectivement ces pratiques, devaient servir. Et alors je pense qu'on peut illustrer ça très clairement avec la notion de performance, sociétale. Oui. Même encore aujourd'hui, alors c'était vrai il y a 5 ans, 10 ans encore plus, même encore aujourd'hui, on voit encore beaucoup d'investisseurs qui diffusent sur des notes, ou qui communiquent sur des notes, ESG, donc qui proviennent des agents de notation sociétale, un petit peu les yeux fermés. Ouais. C'est-à-dire sans s'être trop préoccupé de ce qu'il y avait derrière ces notes. Donc comme tout le monde le sait, hein, aujourd'hui, et alors moi je travaille avec les agents de notation sociétale, je les connais bien, je connais leurs process et tout. Je crache surtout pas sur le sujet, hein, c'est pas ça. Mais je veux dire, dans les agences, par définition, il y a derrière des politiques, des processus et une note, ça correspond, justement à une orientation stratégique avant tout. Aujourd'hui, voilà, il y a des notes, ou des processus d'agence, qui, révèlent, on va dire, plutôt un état d'esprit de contrôle interne, quand on va chercher à mesurer les expositions aux risques, les dispositifs de pilotage de ces risques, les résultats qui vont en face, hein, typiquement la culture française. Des agences qui sont orientées sur, plutôt, on va dire les impacts financiers, hein, quand les modèles ont été montés pour, identifier les variables qui étaient susceptibles d'impacter le plus les cours. Aujourd'hui, on parlerait de gestion de risque durabilité. Il y en a d'autres qui sont plutôt orientés sur, on va dire, la prise en compte, des impacts ESG. Aujourd'hui, on parlerait de gestion des incidences négatives. Donc la boulette, à laquelle j'ai été confronté régulièrement, c'est de voir, un mélange de toutes ces informations et une communication un petit peu n'importe comment sur ces Sans se poser de informations, sans questions. savoir de quoi il s'agissait et sans chercher à faire de lien avec, effectivement, ses priorités, ses objectifs. Donc c'est une sorte de non prise de conscience, voire d'insouciance, d'ignorance, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, bon, j'ai été assez souple. Moi, j'aurais dit naïveté. Peut-être naïveté, voilà, mais moi j'étais confronté à des situations où j'ai même vu des sortes de pudding sociétal. Donc on mélangeait des informations qui n'étaient absolument pas de même nature et puis on communiquait là-dessus comme si c'était, la même chose. Alors aujourd'hui, fort heureusement, c'est quelque chose qui est compris quand même, hein, et donc les gens ont bien compris qu'il fallait, repérer ces enjeux prioritaires, justement ce que je disais tout à l'heure, les attentes des parties prenantes, les principes directeurs et qu'un modèle d'innovation sociétale, c'est pas un truc qu'on va chercher, chez le voisin comme ça, en faisant un appel d'offres sans se poser la question. C'est quelque chose qui doit répondre justement à des objectifs, à une stratégie. C'est bien pour ça qu'on est confronté de plus en plus, hein, à des processus, propriétaires, donc Ouais. qui répondent justement à cette Alors, nécessité de personnaliser. mais justement, si tu m'étonnes, tu dis les gens ont pris ça en compte en fait aujourd'hui. Euh, Moi, je me pose presque la question de dire, mais est-ce que cette boulette, on ne doit pas tous la faire? C'est-à-dire que quand on découvre une matière, parce que tu le disais, aujourd'hui, on est quand même dans un marché qui est immature au sens où on a d'un côté des acteurs qui font ça depuis quelques décennies par conviction, d'autres qui s'y mettent par conviction ou par obligation, peu importe. Mais en attendant, au démarrage, comme tu dis, on prend les données qui Parfait. sont disponibles. Est-ce que justement ce globi-boulga ou ce manque de Mmh. clairvoyance, pour ça que j'appelle ça de la naïveté, est-ce qu'on ne doit pas tous y passer en se disant, bah voilà, on essaye de s'y mettre et quelque part, bah, on commence à se dire, ah tiens, je vais prendre un peu de true cost, un peu de Oui. Vigéo, un peu, voilà. Est-ce que c'est pas une erreur normale? Alors, c'est une erreur un petit peu normale quand on s'est jamais posé la question et qu'on veut y aller rapidement. Donc Ouais, c'est une erreur qu'on fait encore aujourd'hui que sous la pression réglementaire justement parce bien que sûr. ça invite ou ça incite à ne pas trop se poser les questions et y aller droit au but. Donc on le retrouve encore aujourd'hui. En revanche, la différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont dans l'investissement Ouais. responsable depuis longtemps. Donc ils ont le temps de poser les jalons, de structurer tout ça et d'avoir une démarche structurée. Et ce que je peux rajouter là-dessus quand même, c'est que, sans vouloir attaquer le régulateur bien sûr, c'est que lui-même, il a un petit peu tendance à mettre la charrue avant les bœufs. Mm. Si on regarde ce qui se passe dans l'environnement réglementaire qui pousse tout Ouais. le monde aujourd'hui, il y a quelques années, on avait la NFRD, la DPEF en France qui finalement imposait une communication ESG pour les émetteurs, donc ceux qui sont dans les portefeuilles. Et depuis le plan de la finance durable, la Commission européenne, excusez-moi, depuis 2018, donc, avec tout ce qui en dérive aujourd'hui, CDR, CSRD, taxonomie, et j'en passe, on a eu une sorte de chemin à l'envers. On a
commencer à imposer des obligations de communication aux investisseurs qui sont au bout de la chaîne. Et alors qu'il est aujourd'hui, alors qu'on en est au deuxième étage de SFDR, les émetteurs ne sont pas encore sous le coup de CSRD, donc la révision de la directive européenne sur le reporting extra-financier, et sont encore dans l'incapacité de diffuser certaines informations qui sont nécessaires en entrée dans la chaîne de valeur de l'investisseur. Bon voilà, on peut dire que c'est une sorte de boulette généralisée qui est un petit peu liée à cette volonté collective d'aller un petit peu droit au but. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais bah, c'est une habile transition sur bah, la dernière question. Quelle est ta vision du durable, ou de l'ESG? Je sais pas comment tu vas appeler ça, mais à moyen et long terme, tu vois, on se profile vers quoi? Donc justement, on va lisser un peu les choses et on va se calmer côté investisseur et augmenter la pression sur les émetteurs pour qu'ils communiquent davantage de notes. Est-ce que ou non, ça va continuer un peu comme ça à taper de tout va? Comment tu vois les choses? Alors moi, j'aime bien parler de finance durable. C'est un vocabulaire qui est à peu près aujourd'hui accepté, alors surtout dans le Ouais. monde de la régulation. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes aujourd'hui entre ESG, ISR, RSE, et j'en passe. Non, ce que je vois, c'est que depuis 3-4 ans, donc globalement en anticipation de CFDR, les choses ont quand même radicalement changé. On voit là que d'un seul coup, il y a une poussée qui est assez violente, dans le sens positif du terme. Et ce qui est central dans toute cette poussée, c'est justement le sujet des données. ESG au sens large du terme. Là, ça a beaucoup changé, puisque historiquement, comme j'évoquais un petit peu tout à l'heure, les données ESG, c'était essentiellement des notes fournies par des agences de notation, mais aujourd'hui, ça s'est largement étoffé. On parle de notes et sous-notes sur des arborescences, on parle d'indicateurs bruts qui viennent alimenter les sous-notes, on parle d'indicateurs d'impact, dont de contributions aux ODD, de PI, les fameux Principal Ouais. Adverse Impact, on parle de controverses, alors ça, c'est pas tout à fait nouveau, on parle d'indicateurs de gestion des risques de durabilité, on parle d'indicateurs climat sur tout un spectre extrêmement large. Là, on est loin maintenant des parts vertes, des parts brunes ou des mix énergétiques. On va sur des sujets de risque physique, risque de transition et toutes les technos en dessous qui permettent de les mesurer. Et puis, il y a la fameuse taxonomie qui vient se positionner un petit peu en clé de voûte de tout ça. Alors, de façon assez bancale, puisque la taxonomie, comme vous savez, elle est censée couvrir le vert, le rose. Et là, pour l'instant, on n'a couvert que 2 leviers des 6 du vert, l'atténuation et l'adaptation des changements climatiques, et on fait avec tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur les données, là, le sujet, c'est justement de les insérer dans les processus de ESG. Donc, tout le monde connaissait effectivement les processus d'exclusion, de filtrage positif, patati patata. Là, aujourd'hui, on va vers des processus beaucoup plus sophistiqués, comme la gestion des risques de durabilité ou incidences négatives. Gestion des risques de durabilité, on s'appuie de plus en plus sur les modèles qu'on a classiquement en gestion d'actifs financière, pardon de le dire comme ça. Par exemple, on s'appuie sur les techniques de risque crédit pour mettre en place des mécanismes d'alerte, d'identifier des signaux, de faire des stress tests, des value at risk. C'est la même chose des incidences négatives, pardon. On s'appuie pas mal sur les modèles de l'OIT, l'OCDE, l'ONU, de diligence raisonnable, et qui finalement consiste à mettre à plat des dispositifs de gestion des risques, identification, évaluation, hiérarchisation, traitement. Et donc tout ça, pour répondre à ta question directement, moi ce que je vois, c'est que les données, elles sont centrales dans toute cette évolution qui est en pleine ébullition, et qu'elles invitent les investisseurs à réviser complètement leur chaîne de valeur. Là, on avait besoin, avec des données financières, de traiter 5 000 émetteurs dans des bases de données. Aujourd'hui, c'est 25 000. Et ça, on le constate régulièrement avec l'ensemble de nos clients. Et donc, ça invite à réviser effectivement la structuration des données, les référentiels, les outils, l'articulation avec les systèmes d'information locales, que ce soit les front-to-back, que ce soit les outils de reporting. Et donc, très directement, moi, le futur, pour moi, c'est un fabuleux terrain de jeu autour de ce sujet, pour les gestionnaires d'actifs, autour de ce sujet de la donnée, au sens large du terme, et de nouveaux processus, mais surtout qui est finalement l'origine d'une industrialisation qui est en train de se dessiner là, qui va être sans commune mesure, et pour laquelle finalement la porte est entièrement ouverte aux nouvelles technologies. On commence à entendre parler d'intelligence artificielle, de blockchain, de pas mal de choses sur ces sujets ESG. Donc en un mot, une véritable révolution bien plus importante qu'on ne le pense. C'est pas que de la gestion, c'est la structuration, la restructuration de la chaîne de valeur. Qui me semble, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord que, disons que contrairement à beaucoup de régulations qu'on a vécues par le passé, le volume et l'hétérogénéité des données fait que ça peut plus être fait dans un coin par quelqu'un. c'est ça. Et là, on est obligé de passer à la vitesse supérieure et de s'outiller. Donc non, je vois le point, d'accord. Donc là, du coup, toi, la vision, c'est quelque part un gros push technologique sur le monde des AM. C'est ça.
une révision complète de la chaîne de valeur, de l'organisation et finalement aussi de ce qui est à la base du business model des asset managers. Bah écoute, merci beaucoup. On arrive au bout de ce Je quart t'en d'heure de prie. discussion. Merci beaucoup, Patrick. Et puis, bah, bonne semaine à tous. À bientôt pour un nouveau Coffee Shot. Bonne semaine à tous. À bientôt.